Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Nationalisme congolais avant les règnes des désirés. 1. Action nationaliste dans l'État indépendant du Congo. L'histoire du Congo permet de reconnaître l'irruption et le développement de ces deux types de mouvements dans l'État indépendant du Congo et au Congo belge. En dépit des massacres des villageois qui ont réduit la population de certaines tribus au tiers, voire au quart de ce qu'elles étaient, dans la région de Mbelo, le lieutenant Massa réduisit la population de 3000 à 300 personnes, en dépit d'incendies systématiques des villages entiers, des paniers de main coupés des enfants comme des adultes, des prises d'otages et de viols des femmes. Bref, en dépit de la chosification absolue de l'homme congolais aujourd'hui qualifié d'holocauste oublié, le Congo de Léopold II compta ses braves résistants aussi bien dans ce qui est actuellement le Bas-Congo, l'Équateur que le Kasaï. Conscient des convoitises des plus puissants que lui sur son Congo, en particulier celle des Français à qui il offrit le fameux droit de péremption, Léopold II s'employa dans l'occupation et l'administration concrète de l'immense terra incognita de l'Afrique centrale à lui concédée par Berlin en 1885. Pour bien exploiter son Congo, le souverain s'y lui-même investit de toutes ses forces et avec tous ses biens. Cela impliquait que Léopold II réussit à sécuriser son domaine. Par tous les moyens. Alors sachant qu'aucune administration de ce territoire aux peuples divers et inconnus ne serait possible sans une armée bien entraînée, soigneusement équipée, motivée et disciplinée, le roi souverain du Congo fit mettre sur pied la force publique. Le décret royal de la création officielle de cette armée fut promulgué le 5 août 1888. Au début, les forces armées du Congo furent composées uniquement des volontaires recrutés parmi les anciens soldats provenant des côtes occidentales et orientales de l'Afrique, capverdiens, dahoméens, ghanéens, libériens, sierra-léonais et zanzibarites. Ces recrues recevaient une formation supplémentaire sur place au Congo et opéraient sous le commandement des officiers d'élite venus de la Belgique mais aussi de divers pays européens. À ces étrangers d'Afrique furent ajoutés plus tard quelques centaines d'autochtones, des Bangalas, préalablement entraînés par les officiers européens. Cependant, soucieux de diminuer et d'extirper la présence étrangère de sa force publique, le roi donna des instructions au gouverneur général de prendre toutes les dispositions nécessaires. C'est ainsi que de fortes primes furent octroyées aux commissaires de district qui usèrent de tous les moyens de persuasion, en vue du recrutement massif et continu des autochtones. Le zèle de ces fonctionnaires et la soumission des chefs coutumiers firent le reste. Étant donné que nous nous référerons, à titre exemplatif, uniquement au district Lualaba-Kasaï, pour souligner la réalité des résistances et révoltes dans l'État indépendant du Congo, nous nous devons d'indiquer brièvement la situation des forces en présence. La campagne de l'État contre les caravanes esclavagistes arabes et de leurs alliés locaux avait décimé les rangs de la force publique dans le district. Selon les instructions de Boma, la capitale de l'État indépendant du Congo, plusieurs jeunes gens furent recrutés. Ayant été désignés par les notables et les chefs coutumiers, ces jeunes gens furent enrôlés plus de force que de leur plein gré. En effet, les notables et chefs coutumiers envoyaient à l'armée les plus aptes de leurs esclaves, des esclaves des rois vaincus, des ressortissants des contrées sous leur domination mais membres des autres ethnies et des prisonniers de guerre. Ils prenaient soin de se débarrasser des mauvais garçons et des éléments dangereux et insoumis de leur village en les envoyant dans cette armée de l'État. Les commissaires, quant à eux, recrutaient de force non seulement des esclaves libérés des caravanes des Arabes, mais aussi des prisonniers et des criminels. Belle sélection. En 1894, les commissaires incorporèrent au sein de la force publique les imbattables hommes de Ngongo Lutet. Ceux-ci étaient jadis reconnus comme des redoutables alliés des Arabes dans leur ignoble campagne de la traite des Noirs. Outre ces troupes, les autorités de plusieurs postes de l'État bénéficiaient aussi des services d'autres alliés d'un type particulier. Il s'agit des guerriers autochtones qui étaient engagés en tant que troupes auxiliaires, armés de lances, de flèches et fusils à piston. Lors de la mutinerie de Luluabourg-Malandi, ce sont ces auxiliaires qui sauvèrent et le poste, l'État et la mission catholique. Ces troupes étaient constituées des milices appartenant aux chefs soumis tels que Ene Sapo Sapo, à Luluabourg-Malandi et à Luluabourg-Saint-Joseph,
Mpanya-Mutombo, à Lusambo et Lumpungu, à Cabinda. À la suite de l'exécution à Ngandu du chef Ngongo Lutet, le 15 septembre 1893 par les représentants de d'État, les hommes de sa garde rapprochée ainsi que ses principales femmes furent acheminés à Lusambo, et puis à Luluabour-Malandi où ils furent intégrés dans la garnison du poste. Majoritairement Batetela, ils s'allièrent aux autres soldats de cette garnison, soldats fatigués de combattre sans cesse et sans succès les peuples opposés à la domination des étrangers. Ils lancèrent alors ensemble la fameuse mutinerie du 4 juillet 1895 qui ébranla l'existence même de l'État dans le district de Lualaba-Kasaï. La sortie de Luluabour-Malandi et l'avancée des mutins furent grandement favorisées par la résistance généralisée dans le district. Les attaques antérieures, concomitantes et subséquentes à la mutinerie des peuples environnants contre le poste, eurent un effet très marquant en faveur des mutins. En fait, pendant de longues années, des chefs bénaloulois avaient été des résistants acharnés au nouvel ordre, celui de l'État léopoldien. Lors de la mutinerie, le chef Nkonko attaqua Luluabourg-Saint-Joseph, mission Mikalayi. Et puis il se joignit au chef Kasongo Fwamba pour soutenir le chef Kalamba Mukenge contre Luluabour-Malandi, État. Quelle aubaine pour les mutins! Pour sa part, le chef Chimbundu perturba le fonctionnement des institutions à Luebo par des actions de sabotage de tout genre, le blocage du passage des courriers, des caravanes, etc. Sous le commandement du chef Muzembe, les Bena Kanyoka opposèrent une farouche résistance aux représentants de l'État. Après la défaite militaire et l'éloignement de Muzembe, son successeur, l'indomptable chef Kalend poursuivit la lutte jusqu'à sa mort sur le champ de bataille en 1895. La résistance des Baluba était persistante en dépit des rivalités entre leurs différents chefs, Kasongo Chinyama, Kabongo, Mpafu, Kalala Ngombe, etc. Si bien que les auxiliaires des chefs soumis tels que Mpanya-Mutombo, Lusambo et de Lumpungu, Cabinda furent constamment utilisés contre eux par l'État. En outre, sous le commandement de Shaw, chef du poste de Cabinda, une opération militaire de grande envergure, exigeant la participation des soldats et quelques 500 auxiliaires de Lumpungu, était en cours dans les territoires des Bakwa Kalonjika Mpuka lors de la mutinerie de Luluabour. En plus, sur la route de Kalala Kafumba et Kayei, chez les Kanyoka, les mutins, les miliciens et plusieurs femmes Baluba qui n'étaient pas originaires de Lusambo, firent défection et restèrent dans ces territoires de Kalonjika Mpuka alors en guerre. Ils laissèrent ainsi seuls les Batetela pour suivre leur route vers Ngandu, l'ancien quartier général de Ngongo Lutet, et Lomami. Quant aux Bakuba, ils assassinèrent le lieutenant Fish à Iyenga, pendant que les Bakwa Mputu rendaient la vie impossible entre Luluabour et Lusambo sur la rive gauche du Sankuru. Ainsi, outre la mutinerie proprement dite de Luluabour, les chefs et peuples du district Lualaba-Kasaï ont fourni des exemples mémorables de la résistance à la domination léopoldienne et son État indépendant du Congo. Ce ne sont pas des cas isolés et sans lendemain, parce que la résistance fera encore parler d'elle durant le temps de la colonisation belge. 2. Action nationaliste au Congo belge. Plus près de nous, au soir de la domination coloniale directe, entre 1958 et l'année de l'indépendance, les masses secouèrent l'autorité coloniale dans les rues de Léopoldville. En 1959, l'une de leurs manifestations fut brutalement réprimée dans le sang par les soldats de la force publique. Le drame du 4 janvier 1959 eut pour cause immédiate le report d'un rassemblement populaire de l'Abako de Joseph Kasavubu. Les jeunes s'en prirent aux policiers et même à un commissaire blanc. Il y eut saccage, pillage, incendie des magasins et des immeubles. Mais la reprise en main de la situation par les forces de l'ordre coûta la vie à des dizaines, voire des centaines de personnes. Bien qu'animés par une poignée de leaders aux idéologies politiques pour le moins vaporeuses et divergentes, cette seconde résistance devint le fer de lance dans la réclamation-proclamation de l'indépendance immédiate. Contrairement au transfert du pouvoir effectué sous d'autres cieux africains, l'autorité ne passa pas des Belges aux chefs coutumiers ni encore moins, à des cadres congolais rodés et préparés pour la relève. Mais elle fut cédée à une élite de circonstances, aux leaders politiques qui n'étaient pas de la trempe intellectuelle des autres cadres africains.
Ces Congolais n'avaient bénéficié ni de l'apprentissage et ni de l'expérience des institutions et de la gestion sociopolitique des Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Modibo Keïta, Barthélemy Boganda, Jomo Kenyatta, Tom Mboya, etc. Les leaders congolais n'étaient nullement préparés pour les responsabilités qu'ils allaient assumer. En effet, durant la colonisation belge, sur plus de 5000 postes de responsabilité dans la fonction publique, pas plus de 3 étaient occupés par des Africains. 16. Toutefois, ces leaders congolais avaient certainement une réelle expérience de ce qu'étaient les régimes léopoldiens, État indépendant du Congo, et colonial, Congo belge. Ils avaient vécu ou entendu leurs grands-pères et leurs pères parler de l'esclavage du caoutchouc et de l'ivoire, des populations décimées, des villages incendiés et des paniers de mains coupées, séchés et présentés par l'officier noir de la force publique à son commandant blanc. Ces leaders avaient vu, de leurs propres yeux, les dégâts de la tristement célèbre chicotte coloniale, administrée avec sadisme et zèle fougueux par l'officier congolais, même aux fameux évolués du révérend père Franz Placide Temples. Brimades, insultes, frustrations, ne les avaient point épargnés eux-mêmes, comme Lumumba a dû le clamer haut et fort dans un discours improvisé lors de la cérémonie de la proclamation de l'indépendance. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient pas de manger à notre faim, ni de nous vêtir, ni de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même. Il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs, et des paillotes croulantes pour les Noirs. Un Noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Un Noir voyageait à même la coque des péniches, au pied du Blanc installé dans sa cabine de luxe. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, et les cachots où furent jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination? 3. L'indépendance immédiate. Aucun des collègues de Lumumba n'avait bénéficié de l'expérience démocratique parlementaire telle que vécue alors en Belgique. Dans l'administration, la police et l'armée belge, au milieu des Belges et envers les Belges, contrairement à plusieurs de leurs collègues des colonies françaises. Quand on passe en revue leur liste, on constate que ces leaders provenaient de toutes les 6 provinces de la colonie belge, et que quelques-uns avaient vécu dans d'autres régions du Congo, et qu'ils connaissaient parfaitement les langues et cultures des autres Congolais. Le premier président du Congo, Joseph Kasavubu, n'avait-il pas étudié à Kabwe, au Kasaï, alors qu'il était originaire du Bas-Congo? Les historiens ne se posent plus de questions sur d'éventuels séjours prolongés du premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, dans la province orientale alors qu'il était originaire du Kasaï. Par ailleurs, en dépit de leurs bonnes dispositions, plusieurs d'entre ces leaders n'avaient que l'indépendance immédiate comme tout à la fois, slogan, leitmotiv et finalité sociopolitique. Certains avaient tout simplement pris un train déjà en marche, sans autre destination que l'indépendance. Celle-ci était réclamée à corps et à cri par plusieurs leaders congolais, qui ignoraient jusqu'à l'expression ce que Mabika Kalanda prémonitoirement allait appeler la décolonisation mentale. Quant à la masse populaire, elle adhéra spontanément au même slogan, emportée qu'elle était par les mélodies envoûtantes de Grand Calais et les notes ensorcelantes de la guitare de Dr Nico, Lipanda. Lipanda. Cha-cha-cha. Comme en Europe où le nationalisme engendra le chauvinisme, le militarisme, le fascisme et même l'Holocauste, celui des Congolais connut aussi ses heures de barbarie. Il emballa la brutalité de quelques énervés, qui s'en prirent aux Blancs et à leurs biens. Mais ces échauffourées furent vite maîtrisées, étant donné que ni Kasavubu ni Lumumba ne voulurent jouer aux opportunistes pour tirer les dividendes politiques et économiques du désarroi des Européens. Toutefois, alliances, contradictions, intrigues, assez souvent attisées et orchestrées par les maîtres à penser étrangers et mises à profit par le chef de la nouvelle armée nationale mirent fin au tâtonnement des ex-séminaristes, instituteurs, moniteurs agronomes, clercs, promus présidents, premiers ministres, ministres, diplomates, administrateurs territoriaux, etc.
Les 5 premières années de l'indépendance du Congo furent marquées par nombre de difficultés, mutineries, assassinats, rébellions, sécessions, dues essentiellement à l'impréparation à l'indépendance et des leaders politiques et de la population dans son ensemble. Ces difficultés étaient également dues en bonne partie à de mauvaises dispositions des anciens maîtres, qui pour certains, assistaient à l'effondrement de leurs empires personnels. Last but not least, il faut ajouter à tout ce qui précède 2 facteurs considérables. La situation géostratégique du Grand Congo au centre de l'Afrique et le contexte international économique et politique dominé par la guerre froide, et les luttes d'influence entre blocs capitalistes et communistes. REPERES du Congo avant Desire I et Desire II. Chapitre 2. Le nationalisme du désiré I. C'est dans ce décor de crise interne et externe que, renversant le gouvernement légitime et élu de la jeune démocratie, Joseph Désiré Mobutu, un ancien sergent comptable de la force publique, ancien indicateur des services de sûreté belges et homme de main de la CIA américaine, Central Intelligence Agency, devenu lieutenant général et commandant en chef de l'armée nationale congolaise, fit taire énergiquement les balbutiements démocratiques de la Première République. La État-nation de ce nationalisme des leaders improvisés, disparut à la faveur de 2 coups d'État téléguidés par les étrangers et matérialisés par leurs agents. Alors un système prend forme et âme. Il se définit comme n'étant ni de gauche ni de droite, mais il s'affirme et se confirme comme un allié objectif du camp capitaliste opposé au bloc communiste. D'un côté, il est caractérisé par un anticommunisme virulent, et de l'autre il applique méticuleusement les principes de Niccolò Machiavelli, et les méthodes staliniennes de prise et de conservation de pouvoir ainsi que d'embrigadement de la population. Voici né le nationalisme congolais authentique du 24 novembre que les théoriciens, pourtant diplômés d'université, s'emploieront à désigner tout à la fois comme naissance et renaissance de la nation. La date du 30 juin, celle de l'indépendance, fut décrétée jour de méditation, alors que des festivités aussi pompeuses que budgétivores étaient organisées sur toute l'étendue du territoire national le 24 novembre, jour du coup d'État, et le 14 octobre, anniversaire du guide décrété Journée de la jeunesse. En plus du titre de Messie, le chef de l'État eut droit à bien d'autres: guide suprême, père de la nation, timonier, président fondateur. Les talents journalistiques de Mavungu Malanda Mamongo seront mis à contribution dans les cartes blanches dirigées contre le marxisme-léninisme de l'autre rive du fleuve Congo. Jeunes et moins jeunes resteront ébahis par le journal télévisé du très distingué garçon blanc de Port-Franqui, Ilbo, Kadima Bukassa. Inondant tout discours politique, le terme nationalisme demeura en usage et devint l'alibi à tous les abus du pouvoir. Nationalisme remplaça qualification, compétences et mérites cédèrent la place au tribalisme, clientélisme et militantisme. Nationalisme devint synonyme de totalitarisme et même d'un absolutisme sanguinaire. Nationalisme devint prétexte en vue de l'instauration et la consolidation d'un régime kleptocratique, dans lequel corruption et impunité étaient des valeurs sûres. On sait qu'après l'assassinat de Lumumba, c'est Désiré I qui devint l'homme fort du Congo. Selon ses propres termes, l'ancien sergent comptable de la force publique devint la belle-mère du gouvernement. Autrement dit, Désiré I contrôlait tout et se mêlait de tout ce qui concernait la nation. Comme dans tous les couples dominés par les intrus, rien ne se décide sans la belle-mère et celle-ci n'a point d'égard pour la belle-fille, le gouvernement, le peuple. Or quand cette belle-mère agit dans le seul intérêt des oncles, le couple est dramatiquement fragilisé et les enfants réduits au rang des clochards, lesquels ramassent les miettes qui tombent de la table des oncles repus. Plus tard, le nationalisme brandi par Désiré I servit avant tout à consolider les avantages des autres, l'Occident, et puis ses propres intérêts et ceux de ses courtisans. Au moment où ces derniers imaginaient les comédies les plus fantasques au nom de l'authenticité, les puissances occidentales auxquelles profitait le pillage du pays renforçaient la domination et l'aliénation du peuple congolais. Certes, Désiré I était indispensable dans la lutte anticommuniste de l'Occident. Mais ce dernier s'est révélé exigeant et imperturbable pour la sauvegarde de ses intérêts économiques et financiers. En effet, le profit de l'Occident gouverne toutes ses relations même avec ceux qui se proclament des nationalistes.
Ce même profit réussit à réduire le nationalisme zaïrois authentique, à une coquille vide, pire à un décor interne incapable de dissimuler la déchéance de l'État. Bien que le concept d'absolutisme soit perceptible dans les systèmes de pensée sociopolitique de l'Antiquité et du Moyen Âge, c'est au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle que la formulation théorique systématique en fut faite. Les principaux tenants de cette théorie sociopolitique furent Niccolò Machiavelli 1469 à 1527 et Thomas Hobbes 1588 à 1679, pour qui le pouvoir absolu est la seule solution au comportement quelquefois antisocial de l'homme. Par conséquent, suivant les principes absolutistes, le chef doit concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et doit en user comme étant au-dessus de la loi et en dehors de toute morale. C'est ainsi que Machiavelli soutint la cruauté, la perfidie, l'assassinat ainsi que toutes sortes de brimades corporelles et psychologiques pourvu que le chef en use avec intelligence et discrétion, crime sans trace, pour arriver à ses fins. Le chef est donc l'unique architecte de l'État, mais aussi de la société, y compris ses institutions morales, religieuses, culturelles et économiques. Certes, il peut utiliser quelques spécialistes, mais il est le seul compositeur et chef d'orchestre au pouvoir illimité. Le chef produit le droit qui régit la mêlée, mais lui se tient au-dessus d'elle. L'histoire de la Deuxième République congolaise reconnaît un seul père. Un seul chef opérant au-dessus de la mêlée, mais gardant toute latitude de s'y mêler et d'en émerger selon ses désirs. Le guide suprême du Congo était l'architecte de la société et même de ses accents linguistiques. Il suffit d'entendre parler même les jeunes dignitaires congolais d'aujourd'hui, pour redécouvrir l'accent belge du président maréchal qui martelait certaines syllabes des mots pour insister ou pour convaincre. Or, par décision du chef, à travers Prosper Mandrandel Tanzi, alors directeur du bureau politique du parti État, tous les Congolais devaient changer leur français. Ils étaient obligés de remplacer 70 et 90 par 70 et 90 comme pour devenir plus francophones que les Wallons, les Vaudois, Jurassiens et autres Neuchâtelois. Jusqu'à ce dernier jour du mois de mars de l'an 2001, on n'est pas surpris d'entendre nombre de Congolais passer dans une même phrase, de 70 à 78, de 92 à 94. À travers le bureau politique du parti État, une autre caisse de résonance des décisions du Père de la Nation, la culture fut subitement soumise aux décrets, eux-mêmes résultant des complexes psychologiques de sources diverses. Les changements furent imposés de force, tenues vestimentaires, nom des personnes, des lieux et même des objets millénaires. Un lac fut rebaptisé Mobutu et un autre Idi Amin Dada. Sociologues et psychologues se grattaient la tête en voyant toutes leurs théories devenir réalité, sous le mobutisme. Plutôt qu'une véritable révolution culturelle susceptible de fournir un fondement solide à une théorie et à une praxis politique révolutionnaire, le recours à l'authenticité fut un décor à la stratégie des puissances et des financiers occidentaux. C'est ainsi qu'en 12 ans, le pays a reçu plus de 800 millions de dollars d'aide économique et militaire américaine, destinée à affermir sa stabilité. La faillite économique du pays fut totale à la suite du vol, expropriation officielle des biens des étrangers sous le couvert de l'opération scandaleuse dite la zaïrianisation. Ni la radicalisation, ni la rétrocession qui suivirent ne réussirent point à relever le pays, lequel perdit jusqu'à l'apparence de souveraineté en acceptant tous les diktats des Occidentaux, dont les représentants réunis avec le maréchal dans son appartement 6 avenue Foch à Paris, qui imposèrent un Allemand comme directeur principal de la Banque nationale. La dette du pays augmenta, au seul profit de la nomenclatura nationaliste de désirer le budget de la santé, l'éducation, la recherche, l'aménagement, l'agriculture, la culture, la jeunesse, la territoriale, et même de la police fut remplacée par les services de remboursement jusqu'à ce jour. Les premiers ministres congolais plébiscités par l'Occident étaient ceux qui œuvraient avec sadisme en vue du remboursement de la dette. Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs sous Désiré I ? Les 3 pouvoirs reconnus depuis la Révolution française, législatif, judiciaire et exécutif, sont tous siens étant donné que le Parlement joue le rôle de caisse de résonance des décisions du chef, en édictant des lois. L'appareil judiciaire interprète et applique les lois selon les attentes du chef et que le gouvernement exécute les ordres du chef. Toutes les institutions économiques dépendent des services, directions spécialisées, de la présidence.
L'armée et les multiples services de sécurité ont fini par manquer même aux principes machiavéliques élémentaires d'intelligence et discrétion, dans l'usage de la cruauté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.